Et l'objectif, c'est un peu ce que je viens de faire, hein, j'ai voulu faire un peu de confiance, c'est de s'intéresser à la question de la confiance dans la supply chain et comment la traçabilité permet de répondre en particulier à ces problèmes. En ce qui concerne les problèmes de confiance, si je puis dire, c'est vrai que on entend tous les jours telle ou telle horreur, et ici je pense qu'on entend encore plus, mais effectivement dans le e-commerce, encore plus que dans le commerce physique, le consommateur ne sait pas bien d'où viennent les objets, si vraiment les commerçants sont fiables, qu'est-ce qu'il en est de l'intégrité du produit. Et donc le problème de la restauration de la confiance, elle est encore plus important que celui qu'on peut voir dans le monde physique. En réalité, la traçabilité, on en parle beaucoup, mais très rarement dans les entreprises, on est capable d'aller au-delà des fournisseurs de rang 1, voire de rang 2, alors que les supply chains sont extrêmement longues et qu'on a énormément, en réalité, de rangs qu'il faudrait examiner. Alors, vous l'avez peut-être déjà constaté vous-même, mais le panel qui est ici est extrêmement riche et il va permettre, au fond, d'examiner la multiplicité des situations et des solutions envisageables sur un sujet qui n'est pas souvent traité au fond. En réalité, la traçabilité, celle dont on peut rêver et dont on a des bouts de solutions ici dans cette table. Aujourd'hui, les exemples existent, mais ils sont assez limités finalement. Il y a des méthodes classiques qui fonctionnent très bien, mais pour les schémas courts. En ce qui concerne les schémas plus longs, quand on parle de numérique et de nouvelles technologies, l'un des sujets qui apparaît, des moyens qui apparaît vraiment comme étant important, c'est celui des blockchains. Et on en discutera ici, mais on ne discutera pas que de ça. Alors, pour envisager tous ces sujets et pour passer la parole aux vrais experts, je vais me présenter en deux minutes, ou même plus court. Donc, je m'appelle Joël Toledano, je suis professeur d'économie. Je suis plutôt spécialisé dans le numérique et il se trouve que j'ai eu l'occasion de travailler sur les sujets de blockchain parce que j'ai présidé un groupe de travail de France Stratégie sur les enjeux des blockchains. En 15 secondes, c'est une technologie qui permet de transmettre des données de manière décentralisée, sécurisée, transparente et sans intermédiaire, qui apparaît riche en potentialités, qui est arrivé en même temps que les crypto-monnaies dont vous entendez beaucoup parler. En ce qui me concerne, d'une part, évidemment, nous ne parlerons pas ni de crypto-monnaie, ni de monnaie numérique, banque centrale, etc. Mais on parlera d'une des applications qui paraît les plus prometteuses dans le sujet, qui concerne la logistique, justement. Et on verra que c'est un des éléments, peut-être, du puzzle pour résoudre le problème. Mais là, vous allez entendre et puis vous allez poser des questions pour vous faire votre propre avis. Pour répondre, donc, et envisager ce sujet, 4 personnes sont autour de la table. Olivier Dubourdieu, qui est chef de projet à la responsable de l'Amica Initiative. Olivier, je le présenterai en 2 minutes quand je lui donnerai la parole. C'est lui qui va intervenir en premier. Jessica Matois interviendra en second. Elle, son axe, c'est le commerce illicite. Et la question à laquelle elle répondra, c'est quelles sont les méthodes pour le traquer et au fond, à quoi la traçabilité est une solution et quels sont les problèmes juridiques que ça pose. Mathieu Hugues, qui est donc à mon extrême droite, si je puis dire, est lui cofondateur d'une entreprise qui fait de la traçabilité via la blockchain et qui nous expliquera comment. Donc cette entreprise s'appelle Tilcal. Et puis enfin, dernier intervenant et dernier coup de projecteur, les problèmes de traçabilité, là pour le coup, traités dans le monde physique via le bout de la chaîne de transport. Et Philippe Priolon, qui est juste à ma gauche, de FedEx, nous dira
comment ils font dans le transport, et dans le transport en particulier chez les expressistes, pour les détecter, et comment empêcher effectivement qu'un certain nombre de situations se produisent. Alors je vais donc passer tout de suite la parole à Olivier Dubourdieu, qui, depuis un moment, effectivement, travaille dans les industries extractives. Il est passé par Total, par Ramsenco, il a eu une formation d'ingénieur et de minéralogiste, si je puis dire. Et la question que j'ai envie de vous poser, parce que c'est finalement, pourquoi êtes-vous là ? Quel est le sujet qui effectivement vous préoccupe ? Quels sont les problèmes de Mika ? Avant d'en parler avec vous, j'avoue, j'ignorais totalement, et je crois que l'intérêt de nous raconter ce que vous faites et les solutions que vous apportez aux problèmes va nous permettre d'ouvrir le débat. Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour l'invitation. Effectivement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle de e-commerce, mais je vais parler beaucoup de physique aussi, de marché physique. Et je crois que l'idée de l'intervention, c'est aussi d'élargir un peu la perspective pour non seulement regarder comment est-ce que la traçabilité peut-être permettre d'identifier des fraudes ou du commerce illicite, mais aussi peut permettre de solutionner, en tout cas d'apporter quelques solutions à des situations existantes de commerce illicite. Alors, je travaille pour une ONG qui s'appelle l'Initiative pour un MiCA responsable, la Responsible MiCA Initiative en anglais, qui a 5 ans maintenant. Alors, le MiCA, si je fais un sondage rapide dans la salle, je pense que je vais pas avoir beaucoup de gens qui savent ce que c'est, mais c'est une famille de minéraux en fait qui sont utilisés, je pense, pas mal autour de nous. Si vous avez utilisé votre grille-pain ce matin, vous avez utilisé du mica. Les résistances, elles sont utilisées. Les résistances, elles sont enroulées autour d'une plaque de mica, par exemple. Si vous avez utilisé une voiture électrique, dans la batterie, il y a des chances que vous ayez trouvé du mica aussi. Utiliser des mica. En fait, c'est un matériau qui est utilisé pour 2 raisons. Ça brille et ça isole. Donc vous en avez parce que ça brille dans toutes les cosmétiques qui brillent, donc dans tous les maquillages, les fards à paupières, etc. Parce que ça isole, vous allez en trouver en fait dans pas mal d'applications électroniques, dans les batteries des voitures électriques. Et pourquoi est-ce qu'on parle de mica aujourd'hui et pourquoi est-ce que c'est lié au commerce illicite ? C'est parce qu'en fait, vous avez 25% de la production mondiale de mica qui vient d'Inde, un 10% qui vient de Madagascar. Et dans ces 2 pays, la situation est telle qu'en fait, on est face à de la mine artisanale où des gens, un peu comme vous et moi, mais qui habitent dans ces régions-là, vont chercher du mica dans la région avoisinant l'endroit où ils vivent. Et ensuite, ce mica finit dans des chaînes d'approvisionnement mondiales et finissent dans des produits qu'on utilise tous les jours. En fait, c'est une situation assez récente en Inde, assez récente aussi à Madagascar. C'est une situation qui date des années 80, pour être précis, même en Inde. Et la prise de conscience du fait qu'il y a de la mine artisanale avec du travail des enfants, avec des conditions de travail inacceptables dans ces mines artisanales de mica en Inde, elle date du début des années 2000. Et dans les années 2000, les grandes marques qui aujourd'hui sont membres chez nous, L'Oréal, LVMH, Chanel, pour ne pas les citer, se sont rendus compte de ce problème, ont essayé de résoudre le problème individuellement. Et en fait, face à l'impossibilité de résoudre ce problème individuellement, elles ont décidé de créer cette coalition qui est l'initiative pour un mica responsable, pour régler ce qui est un problème systémique, le régler de façon collective. Et dans ces solutions, dans ces solutions collectives, la traçabilité n'a pas été immédiate quand vraiment dans la réflexion. En fait, ce que recommandent les standards internationaux, alors sur l'approvisionnement en matériaux critiques, l'OCDE a un standard qui est assez reconnu. Eux recommandent d'abord de cartographier sa chaîne d'approvisionnement, d'identifier les risques le long de la chaîne d'approvisionnement que l'on a cartographiée, et ensuite de mettre en place des mesures de mitigation du risque. Donc ça, c'est vraiment l'approche de base. En fait, dedans, il n'y a pas de traçabilité. On n'a pas besoin de savoir exactement d'où viennent les volumes. Enfin,
On a besoin de savoir d'où viennent les volumes, mais pas de combien exactement au kilogramme près sont ces volumes. Et on a juste besoin de cartographier. Et en fait, à la RMI, la réflexion était celle-ci au départ, de se dire, en fait, nous, on a besoin que nos membres, donc les entreprises qui utilisent du Mica et qui font partie de toute la chaîne d'approvisionnement du Mica, on a besoin que ces entreprises, elles connaissent leur supply chain, de la mine à là où elles sont, si c'est une marque, jusqu'à la marque, mais pas forcément de tracer en temps réel ou de tracer régulièrement les volumes auxquels qu'ils achètent le long de cette chaîne. Et en fait, au fur et à mesure du temps, la législation a évolué. Et il y a de plus en plus de pays qui ont demandé aux entreprises de mettre en place des mesures pour faire en sorte, dans le cadre du devoir de vigilance. Il y a la loi en France qui est passée sur le devoir de vigilance. Il y a le UK, en Grande-Bretagne, il y a le Modern Slavery Act. L'Allemagne vient de passer une loi équivalente sur les matériaux critiques et notamment le tungstène, le tantal, l'or, l'étain et le cobalt. L'Union européenne vient de passer une réglementation le 1er janvier 2021 qui oblige les entreprises à savoir d'où viennent leurs matières premières et à mettre en place des mesures de mitigation des risques, si risque il y a. Et donc cette législation pousse de plus en plus d'entreprises à se poser la question d'une traçabilité continue et d'une traçabilité quasi en temps réel pour savoir d'où viennent leurs volumes et si oui ou non il y a risque sur ces approvisionnements. Il y a aussi, plus on est proche du consommateur, plus il y a un risque en termes d'image. Une marque de cosmétiques ou une marque de voiture qui fait de la voiture électrique, on en entend beaucoup parler avec le cobalt aujourd'hui. Tesla, par exemple, a vraiment mis l'accent sur le fait de sourcer son cobalt de manière sûre et en tout cas sans atteindre aux droits humains. C'est un challenge qu'ils sont prêts à prendre et tant mieux pour eux. Mais c'est aussi clairement un des, on va dire, une des incentives des entreprises à venir vers la traçabilité que de savoir qu'ils sont, ils sont exposés au risque au risque qui vient du consommateur. Et donc récemment, on a décidé de lancer en fait un projet de traçabilité avec Tilcal, du coup que Mathieu va présenter. Et alors, c'est de la traçabilité qui est basée sur de la blockchain. Pour nous, ça a été une question, mais pas forcément. Enfin, on n'était pas forcément allé vers une solution blockchain au départ. On était vraiment plutôt porté sur une solution de traçabilité en tant que telle. Ce qui était important pour nous, c'était de poursuivre évidemment sur la cartographie, donc l'identification des acteurs le long de la supply chain. Ça joue aussi un rôle d'embarquement des nouveaux membres pour attirer les nouveaux membres. On aura une plateforme qui permettra de tracer les volumes de nos membres. Et encore plus important que de suivre les volumes eux-mêmes, on va intégrer, et c'est tout l'objectif de ce projet, on va intégrer en parallèle au suivi des volumes, un suivi de la performance sustainability, en anglais, durabilité ou responsabilisation des entreprises le long de leur chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous êtes une marque ou vous êtes un producteur de pigments, par exemple, vous allez identifier vos tier 1, tier 2, etc. jusqu'au tier N, jusqu'à la mine de mica où vous sourcez du mica. Et pour chacun des acteurs qui fait partie de votre supply chain, vous allez donner un score qui viendra d'un audit, qui viendra d'une inspection faite sur les sites de vos acteurs qui font partie de vos supply chain. Vous allez donner un score de sustainability et donc vous allez savoir le pourcentage de volume de mica que vous utilisez qui répond à des critères d'approvisionnement durable. Et c'est pour nous, tout l'enjeu est là, vraiment de réussir à faire en sorte que les entreprises et voilà, tous les acteurs de la supply chain puissent dire moi, sur mes 100 tonnes de mica, j'en ai 80 qui correspondent et qui répondent à un standard que, bon, par ailleurs, on a aussi développé, mais un standard d'environnement, enfin, avec des critères sur l'environnement, des critères sociaux, des critères de gouvernance, des critères de santé, sécurité au travail.
que 80% de mes volumes correspondent et répondent à ces critères. Sur les 20% qui restent, eh ben en fait, on va faire appel au collectif de la RMI pour mettre en place des solutions pour faire en sorte que ces 20% répondent aussi à ces critères. Et donc, dans cette mise en place de la traçabilité, je finirai avec les enjeux vraiment qu'on a rencontrés. Enfin, parce que ça ne se fait pas sans difficulté. Pour moi, ce qu'on a vu, c'est le premier enjeu, c'est un enjeu de compréhension. Aujourd'hui, où qu'on se place dans la supply chain, la traçabilité est une problématique encore qui n'est pas très bien comprise, notamment la traçabilité physique. Il y a des enjeux juridiques, notamment quand on intervient aussi avec de la blockchain. C'est une des notions qui sont assez méconnues encore aujourd'hui. Et donc, il y a un besoin d'accompagnement des acteurs et de vulgarisation. Il y a un besoin de mutualiser aussi, parce que ça reste des solutions qui peuvent paraître onéreuses pour une entreprise donnée. Et du coup, voilà, je pense que les entreprises, nous, qui sont membres de la RMI, ont bien compris tous ces enjeux autour de la traçabilité. Le plus important, et je pense que moi, c'était vraiment là-dessus que je voulais insister aussi à la fin, et je passerai la parole, c'est vraiment que la traçabilité est un outil et c'est pas une solution. C'est pas ce qui va vous solutionner tous vos problèmes d'approvisionnement, que ce soit du cobalt, du mica, de l'or, etc. C'est vraiment un outil qui va vous permettre d'identifier les risques, de monitorer en permanence ces risques le long de vos supply chains et de parvenir aussi loin que cela est, de parvenir à vous sourcer en matière première de façon responsable. Merci beaucoup, c'est parfait. J'avais oublié de dire qu'effectivement, chaque intervenant a 10 minutes et que je vérifiais. Donc, je passe maintenant la parole à Jessica. Alors là, on va partir du commerce illicite et pour voir différents... un petit peu, et puis on passe justement avec les dimensions de traçabilité numérique, mais pas seulement, justement, et puis de problèmes juridiques. Je voulais juste dire, pour présenter Jessica, qu'elle était actuellement présidente de la société Fargo Consulting, qui accompagne donc les entreprises dans la définition et la mise en œuvre d'une stratégie sur mesure de lutte contre le commerce illicite dans le monde. Vous voyez qu'on a vraiment une spécialiste qui est une juriste, mais pas seulement, et que Jessica était passée par un cheminement de grandes marques et donc elle a pu en voir les différentes dimensions, aussi bien virtuelles que réelles. Merci beaucoup de respecter la consigne et de parler avec le menton sur le micro. Alors effectivement, merci pour cette présentation. Donc moi, je suis donc consultant en matière de lutte contre le commerce illicite. Donc très concrètement, j'accompagne les clients dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de lutte contre principalement deux fléaux qui sont la contrefaçon et le marché gris. Donc aujourd'hui, je vais particulièrement vous parler du marché gris dans le cadre duquel les systèmes de traçabilité nous sont très utiles et donc sont des outils, pour reprendre ce qui vient d'être dit et que je trouve assez vrai, des outils, mais pas toujours des solutions. Donc je vais brièvement revenir sur ce qu'est le marché gris, parce que je ne sais pas si tout le monde est très clair là-dessus. Donc le marché gris, c'est tout ce qui est vente en dehors des réseaux de distribution officiels. Donc en fait, quand on est plutôt une marque qui doit commercialiser ses produits dans un contexte luxueux ou qui en tout cas a vocation à restreindre sa distribution et à agréer des vendeurs, on parle donc de réseaux de distribution sélectifs ou exclusifs, ou en tout cas encadrés. Et dans ce cadre-là, la chaîne est assez contrôlée et on met sur ces produits-là en général des codes qui vont permettre de retracer le revendeur et le pays dans lequel devaient être vendus ces produits. Aujourd'hui, le commerce illicite et le marché gris sont malheureusement plus du tout
en tout cas très rarement ancrés dans un seul pays. Donc très concrètement, vous avez des sites. Alors je vais prendre un cas pratique pour que ce soit assez clair. Je travaille beaucoup sur les questions de parfums. Donc vous avez aujourd'hui un gros commerce illicite, un gros marché gris de parfums. Comment s'organise-t-il? Donc vous avez une marque de parfum qui va agréer des revendeurs dans tous les pays, donc va vendre ses produits à des prix qui diffèrent selon le pays de destination du produit. De là, les revendeurs, pour certains, vont estimer qu'il y a un intérêt les revendeurs agréés, à écouler une partie du stock, puisque le prix auquel leur a été vendu les produits dans ce pays est assez avantageux par rapport à d'autres pays, les prix étant calculés en fonction de ce fameux pays toujours. Je ne sais pas si c'est très clair. Il va se dire qu'une partie du stock qu'il n'arrivera pas à vendre au prix qui est celui de son pays partira aisément dans un autre pays. Donc organise tout ce commerce qu'on appelle parallèle qui dérange en partie la plupart des marques qui en sont victimes. Donc l'intérêt quand on lutte contre ce commerce, alors parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des plateformes qui vont récupérer ces produits qui ont été vendus à un prix qui n'est pas le bon, dans un pays qui n'est pas le bon. Ensuite, ces produits-là vont être revendus par le biais de centrales qui sont très spécialisées. Tout ça est très organisé et qui se situe pour la plupart en Europe de l'Est et en Amérique latine, pour parler des pays les plus, des coins les plus parlants. Donc là, vous allez avoir ensuite la personne qui va racheter le stock, donc un stock qui est composé de produits qui ont des origines diverses. Donc quand on ne peut pas les tracer, on ne peut pas dire d'où viennent ces produits, on ne peut pas dire de quand ils datent, donc ce qui peut aussi poser problème selon les produits dont on parle, puisqu'en matière de parfum, il n'y aura pas forcément de sujet, ils peuvent se conserver très longtemps, mais si vous êtes sur du cosmétique, déjà des sujets de santé publique peuvent pointer le bout de leur nez. Donc ces revendeurs, ces personnes qui vont racheter les stocks vont en général monter des sites internet, puisque c'est la tendance. Aujourd'hui, le commerce illicite, le vecteur principal du commerce illicite est devenu internet, pour des raisons évidentes de rentabilité, de coût, d'absence de besoin d'avoir un stock, de commerce en flux tendu, et donc toujours de rentabilité. Donc nous, qui luttons contre ces phénomènes, qu'est-ce qu'on recherche? Donc on va acheter sur ces sites un peu douteux qui vont être soit découverts dans le cadre d'investigations, soit pointés par la marque qui fabrique ces produits. On achète des produits et partant de là, on essaye de revenir sur leur itinéraire, donc de comprendre d'où ils viennent, qui les a. Alors il y a deux questions qu'on se pose. D'où ils viennent et qui les a écoulés, parce qu'il y a un sujet là interne et plutôt contractuel. Donc on a besoin de savoir quel est le distributeur qui ne joue pas le jeu pour le sanctionner, le mettre en demeure ou l'exclure du réseau de distribution. Et ensuite, on a la question de la qualification juridique qui va être utilisée pour poursuivre le revendeur de ces produits. Donc en général, la personne à qui appartient le site internet qui revend ces produits. Qu'est-ce que va m'apprendre le code? Alors le code, en général, va me permettre, dans le meilleur des cas, de passer sur une qualification qui est celle de la contrefaçon. Même si on part d'un sujet qui est un sujet de marché gris, parce qu'il y a deux cas de figure dans lesquels cette qualification est rendue possible. La première, c'est si le produit avait été à destination d'un produit qui n'était pas d'un pays qui n'était pas un pays européen et qui est revenu sur le territoire européen. On va passer dans un cas de figure qu'on appelle l'extra-communautaire, qui va nous permettre de poursuivre le propriétaire du site sur la qualification de contrefaçon. Alors quand on est en France. Donc ça, c'est assez précieux. Donc là, le code est vraiment très utile parce qu'il va me permettre de savoir, dans quel pays était censé être distribué le produit à l'origine, donc répondre à la question d'un épuisement ou non des droits, et deux, de savoir quel est le distributeur qui n'a pas joué le jeu. Et ensuite, deuxièmement,
Alors, c'est pas vraiment la traçabilité, mais c'est l'absence de code, puisque une autre des spécialités de ces plateformes de gestion de marché gris est le grattage des codes. Donc, quand les codes sont retirés, là, on a une altération du produit et donc une atteinte à la marque qui permettra de passer sur la qualification de contrefaçon. Donc, le codage, pour résumer, les systèmes de traçabilité et de codage nous permettent, dans le cadre du marché gris, de passer sur la qualification de contrefaçon qui nous permettra d'obtenir des sanctions bien supérieures que celles qu'on obtiendra devant le tribunal de commerce et plus importantes et qui sont un peu plus impressionnantes pour les protagonistes de ces réseaux. Et lorsque le code, alors c'est assez étrange puisque là le code doit disparaître pour me permettre d'avoir une qualification plus intéressante, mais quand le code a été gratté, dans la plupart des pays européens, on peut agir sur le fondement de la contrefaçon puisqu'il y a une atteinte à la marque. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt et donc le côté outil, mais pas forcément complètement solution des systèmes de traçabilité. Alors les systèmes de traçabilité sont admis, enfin tant qu'on peut garantir que leur intégrité a été respectée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été falsifiés d'une quelconque manière, ils sont tout à fait admis dans la mesure où devant les tribunaux, dans la mesure où la preuve est libre dans le cadre de ces litiges. Et donc sur le système en lui-même, la licéité est rarement questionnée. Il y a très peu de jurisprudence sur la question. Donc le système de codage rentrera à minima dans un faisceau d'indices qui sera lui analysé par le juge. Pour vous parler un petit peu de contrefaçon et de système de traçabilité qui là ont plus vocation à permettre d'identifier le vrai du faux. Donc rapidement, là où, alors l'intérêt de ces systèmes est, enfin l'effet final, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que le consommateur puisse identifier un produit vrai d'un produit faux. Alors moi, au risque de choquer un peu, je suis toujours assez dubitatif sur l'intention du consommateur lui-même. Donc sur certaines questions, sur certains produits, il n'y a pas de doute. Je pense que personne n'a envie d'acheter un faux médicament ou un faux. Mais sur certains secteurs, l'intérêt du coup d'un système de traçabilité est assez relatif dans la mesure où il est très clair que quand on va sur Alibaba pour chercher des produits que l'on trouve à 5% du prix, je suis pas absolument convaincue de la naïveté en fait du consommateur. Donc là, dans ce cas-là, le système de tracking sur les produits ne serait pas forcément toujours très pertinent. Là où il pourrait être très utile, c'est dans une chaîne complètement complète avec qui serait un travail de concert avec les plateformes et qui permettrait d'identifier, de quelque part blanchir les revendeurs des plateformes de e-commerce qui ne joueraient pas le jeu jusqu'ici. Là encore, le business model de ces plateformes étant ce qu'il est, je pense que l'intérêt là d'un système de traçabilité qui fonctionnerait très très bien est encore une fois assez relatif, et la capacité à faire accepter l'utilisation de ces systèmes de traçabilité de bout en bout pour qu'ils soient très très efficaces est assez compliqué. Je pense qu'on est encore loin de systèmes parfaits. Et quand on sait, en plus sur la partie contrefaçon pure, que les systèmes de traçabilité arrivent eux-mêmes à être contrefaits, voilà, la relativité du dispositif est assez criante. Donc je pense qu'effectivement les solutions de blockchain pourraient, quand elles seront totalement abouties, répondre à certaines questions. Ça n'est pas ma spécialité, donc je vais passer la parole à Mathieu, qui je pense, je vais la repasser à Joël, qui la repassera à Mathieu. Et voilà, j'espère avoir été claire dans ce temps très court. Merci beaucoup. Là, j'ai quasiment pas à faire de présentation. Donc, Mathieu, presque tout le monde a parlé de vous. Donc, là maintenant, Mathieu est cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Tilka. Il en est aussi le président. Et il est très impliqué dans tous les sujets de commerce illicite, de traçabilité, y compris en étant administrateur de l'AL2CI, l'Association de lutte contre le commerce illicite. Donc, avec ce background et le numérique, vous allez nous expliquer quelles sont les solutions que vous pouvez apporter aux problèmes qui ont été évoqués.
Alors, les solutions, je ne sais pas, en tout cas, comment on peut essayer. Je pense que c'est des sujets sur lesquels il faut rester très, très, très humble. Ce qu'on l'a vu là, ça couvre, enfin, quand on parle de traçabilité, on passe de questions qui ont trait à des, à des points éthiques, comme ce que soulevait Olivier, sur le travail d'enfant, le travail illicite. Juste pour vous donner quelques chiffres, il y a 150 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, la moitié ont moins de 11 ans. Il y a 50 millions d'esclaves. Pendant le gros de la traite d'esclaves au XVIIIe siècle, XIXe siècle, il y a eu 13 millions de personnes qui ont été mises en esclavage. Donc c'est des sujets qui sont des sujets d'aujourd'hui. Ce n'est pas des sujets du XVIIIe siècle. Et ça, je pense qu'il est assez important d'ouvrir les yeux dessus. Premier élément. Et puis ça va jusqu'à ce qu'évoquait Jessica, qui sont des problèmes de contrefaçon, etc. Alors je voudrais là aussi donner des exemples. On est dans les Hauts-de-France aujourd'hui. Chiffre avancé en tout cas par Philippe Maurice il n'y a pas très longtemps dans la presse. Au dernier trimestre 2020, dans les Hauts-de-France, il y avait 28% des cigarettes qui ont été achetées qui étaient issues du commerce illicite. Donc soit une partie de la contrefaçon, une partie de la contrebande. 28% des cigarettes dans les Hauts-de-France. C'est un sujet qui nous concerne au premier chef. Et alors on le voit sur des aspects même encore plus proches. Je pense qu'on a tous en tête comment c'est lié à la traçabilité. On le voit de manière très très proche. On a tous en tête le cas rappel sur un lait pour enfants bien connu il y a 3 ans. Qui est essentiellement une question de traçabilité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas aller chercher des produits dans les rayons des magasins pour les enlever quand ils mettent en danger la santé des gamins. Et où la commission sénatoriale qui s'est penchée dessus, qui a fait un rapport dessus, a écrit que ce cas illustrait des dysfonctionnements inquiétants, je cite, dans la protection sanitaire offerte aux consommateurs. Donc, c'est il y a 3 ans. Actuellement, depuis 1 an, il y a en France un rappel lié à l'oxyde d'éthylène, un cancérigène dangereux, interdit en Europe depuis 10 ans. C'est un rappel qui court sur toute l'Europe depuis 1 an. Il y a plus de 10 000 lots de produits concernés, 400 produits. Le rappel est toujours en augmentation, donc il n'est pas contrôlé. Voilà. Et donc ça illustre à quel point on sait aujourd'hui, ou plutôt on ne sait pas, aller retirer du marché des produits qui présentent des risques sanitaires. Et ça, c'est directement lié à ce terme un peu flou qu'on appelle la traçabilité. Alors la traçabilité, c'est formidable parce qu'en fait, c'est un sujet, tu l'as un peu évoqué Olivier, enfin, c'est assez flou. C'est-à-dire que ça commence avec l'OCDE qui dit il faut cartographier, identifier vos fournisseurs. Super. Dans la vraie vie aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'entreprises qui connaissent ces fournisseurs au-delà, rang 1, parfois rang 2. Au-delà, c'est assez rare. Il y a dans une supply chain normale, un peu établie, vous pouvez avoir entre 10 et 100 rangs de fournisseurs. Donc quand vous en connaissez 2, ça ne permet pas vraiment de savoir ce qui se passe. Et en fait, ça a été accéléré à la fois par la globalisation des chaînes et par leur fragmentation. La fragmentation, on la voit par exemple dans le transport. Quand on contractualise une prestation de transport, assez couramment, entre le fournisseur de la prestation logistique et le gars qui amène son camion, il peut y avoir 3, 4, 5, 6 niveaux de sous-traitance. Donc dans la vraie vie, vous êtes chargeur, vous ne savez pas qui transporte vos marchandises. Enfin, c'est opérationnel, quoi. Et donc ça crée plein d'interstices dans lesquels peuvent venir se glisser les dysfonctionnements qu'on a pu évoquer. Donc du mica qui vient de mines qui ne sont pas autorisées ou qui impliquent, ou dans le cobalt. Enfin, je fais une parenthèse là-dessus. On évoquait le cobalt et Tesla qui dit je me source en cobalt éthique. C'est très très bien. D'ailleurs, tout le monde dit ça. Personne n'achète du cobalt pas éthique, mais le cobalt de RDC contrôlé par des groupes armés, des groupes criminels, c'est à peu près 65% du marché, quoi. Donc personne ne l'achète, mais c'est 65% du marché. C'est quand même... voilà. À un moment, il se passe des choses, quoi. Le fond du truc, c'est que le contrôle, la connaissance sur ce qui se passe dans les chaînes d'approvisionnement n'a pas suivi, le niveau de connaissance n'a pas suivi justement cette extension et cette fragmentation des chaînes. C'est-à-dire que les procédures mises en place pour assurer la traçabilité, aujourd'hui, ça reste essentiellement de l'audit, ça reste essentiellement du contrôle de procédure qui se passe une fois tous les ans, tous les 2 ans, etc.
La réalité, c'est que dans un champ de cacao, dans une mine de cobalt, une mine de mica, etc., quand vous envoyez un auditeur, il y a rarement des gamins. C'est même l'objectif, qu'il n'y en ait pas. Mais si l'auditeur il y va tous les 3 ans, ça ne préjuge pas de ce qui se passe dans les 900 autres jours pendant lesquels il n'y a pas d'auditeur. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas, je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est pour illustrer la diversité du sujet, pourquoi on ne sait pas aller opérer un rappel, comme dans le cas du lait pour enfants que j'évoquais tout à l'heure, parce que un rappel, il est lié à des lots de production, et que vous demandez à un distributeur spécialisé ou grande distribution tel lot de produits de lait pour enfants, dans quel magasin ça se trouve, strictement personne ne sait répondre. Et donc, comme on ne sait pas répondre dans quel magasin c'est, il faut chercher dans tous les magasins. Si vous cherchez dans tous les magasins, en fait, vous n'êtes jamais sûr d'avoir tout extrait. Voire, c'est un travail tellement titanesque qui se répète tellement. Il y a 1000 rappels par an en France. Donc, ça se répète tellement souvent que, du coup, pour de vrai, vous en traitez 1 sur 5. Et donc, il y a plein de choses qui passent au travers. Donc ce sujet de la traçabilité, il est essentiel parce qu'il est lié à une dérive en fait, du moteur de notre économie qu'on a besoin de mettre sous contrôle parce que l'ampleur de ces dérives augmente assez rapidement et pose à la fois des problèmes économiques, c'est le cas des marchés gris, pose des problèmes éthiques, c'est le cas du MICA. Donc après ça, là-dessus, comment on répond à ça? Encore une fois, je pense qu'il faut être extrêmement humble. Moi, la façon dont je le vois, c'est que la première chose, c'est que pour résoudre un problème, il faut être capable de comprendre ce qui se passe. Donc il faut créer de la visibilité dans les chaînes d'approvisionnement. Et pour moi, c'est ça essentiellement que doit être qu'est la traçabilité, et c'est là où la technologie permet d'apporter quelque chose. C'est-à-dire que le gros problème, la complexité des chaînes d'approvisionnement actuelles, c'est qu'elles vont très vite, que les volumes de données sont importants, que les volumes de marchandises sont importants. Donc il faut pouvoir traiter en masse de l'information pour essayer d'aller identifier les endroits où il y a l'air d'avoir des dysfonctionnements. Ça ne veut pas dire empêcher. Il n'y a aucune technologie qui empêchera la contrefaçon. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de lever un peu la barrière pour que ce soit un peu plus compliqué de contrefaire cette bouteille d'eau que celle d'une autre marque. Ça assure une certaine protection. Et ensuite, de savoir quels sont les flux, de savoir quelles sont les pratiques pour pouvoir aller avoir une action ponctuelle, précise, au bon endroit, au bon moment, quand il y a un dysfonctionnement qui s'opère. Mode opératoire. Donc FedEx a déjà mis en place, dès la création de cette société, des structures pour lutter contre les cybercriminels, même si c'était artisanal. Donc, lorsque FedEx est arrivé en Europe, en 1993, ils ont vu arriver petit à petit ces cybercriminels qui se servaient justement de transporteurs, que ce soit FedEx, UPS, DHL, Chronopost, pour être le dernier maillon pour la livraison du e-commerce. Donc nous, ce que j'ai fait, moi, quand je suis arrivé chez FedEx en 2002, j'ai constaté que chez FedEx, en Europe, on traitait d'une façon un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on avait détecté la fraude, c'est-à-dire sur le e-commerce, mais comme le fraudeur fraudait aussi le transport, donc on faisait payer au fraudeur le transport, mais on lui remettait quand même les colis. Et j'ai dit, là, stop, on arrête, parce qu'on devient complice des criminels. Donc faut pas, on part sur un mauvais pied, donc on va changer le dispositif. Là. Le dispositif, c'est d'arrêter la marchandise et de pouvoir remonter les informations justement sur tout le réseau, parce que FedEx est quand même à la pointe de la traçabilité des colis. Donc pour ceux qui ont déjà envoyé des colis, ils doivent le savoir, parce qu'ils savent rapidement s'ils n'ont plus de nouvelles du colis, parce que si même le client de base, que c'est à l'heure près ce que fait son colis, s'il a été chargé, s'il a été déchargé, où il est. Donc c'est très facile d'agir rapidement. Donc on a un dispositif qui permet d'agir rapidement. On a des hommes et des femmes sur le terrain qui agissent rapidement parce qu'ils sont formés à ça, parce qu'on est dans le fret express. Mais les cybercriminels vont très vite aussi. Donc, et ce qu'on voit la plupart du temps se passer, c'est que pour détecter
Nous, on n'a pas les mêmes moyens qu'aux États-Unis parce qu'on n'est pas soumis aux mêmes lois. Donc on a un problème majeur ici en France, notamment, c'est la CNIL. Donc pour détecter, souvent on fait appel aux facteurs humains. Donc tous nos coursiers, toute la chaîne, coursiers, services clientèle, commerciaux, sont fermés à la fraude. Voilà. Donc ce qui leur permet de détecter rapidement un client qui va demander à ouvrir un compte, par exemple, et qui se dit mais c'est bizarre. Ce qu'ils vont envoyer, c'est bizarre. Donc après, il y a toute une chaîne d'alerte qui se met en action. Et ce qui permet d'arriver à détecter rapidement. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on attend toujours le premier départ. Voilà. On premier départ pour stopper la marchandise. Parce que le nerf de la guerre, c'est la marchandise. Pour pouvoir essayer d'identifier, d'où la traçabilité, c'est d'identifier la marchandise, appeler le site de e-commerce ou le commerçant local pour lui dire, voilà, vous vous êtes sûrement fait frauder. Voilà. Et depuis une dizaine d'années, ce qu'on a mis en place, c'est, on va dire, une organisation, une réunion annuelle avec tous les expressistes. Donc on s'appuie sur une association qui s'appelle UFEX, c'est l'Union des expressistes français, où il y a UPS, Chronopost, FedEx et DHL. Et donc on se réunit. Donc il y a la gendarmerie aussi, il y a l'office central, il y a les douanes. Donc on se réunit pour justement partager les informations. On le partage au quotidien tout au long de l'année, hein, parce que si on est, on va dire, concurrent sur le fret en lui-même, on est partenaire pour lutter contre la cybercriminalité. Là, c'est le leitmotiv de toute façon de toute compagnie, on va dire. Donc, et on partage les informations et surtout les modes opératoires, parce que les modes opératoires changent souvent. Avant, on avait affaire, il y a 5-6 ans, d'ailleurs, c'est au moment où on a participé à un livre blanc à l'initiative de l'ALCI, Dominique est là, et de l'UNIFAB, un livre blanc pour justement parler de la fraude au transport. Donc avant, on avait des mules, ce qu'on appelle des mules, c'est-à-dire que les cybercriminels se servent de mules qui, elles aussi, sont victimes, puisqu'ils sont recrutés via le net pour réceptionner des colis et les renvoyer. Alors souvent, les colis sont livrés par UPS, et après, c'est FedEx qui vient chercher les mêmes colis dans une villa ou dans un entrepôt désaffecté. Voilà. Donc ça, mais on s'est aperçu depuis quelques années, ça a changé. Ils utilisent ce qu'on appelle les middlemen, c'est-à-dire des sociétés qui sont créées, mais n'importe qui dans la salle peut ouvrir un compte avec une adresse, et il y aura quelqu'un dans cette société qui sera chargé de récupérer ces colis, donc souvent achetés frauduleusement avec des moyens frauduleux sur les e-commerce, pour le remettre dans des colis et les envoyer. Donc c'est le middleman qui devient expéditeur. Alors nous, ce qui nous sauve, expressistes, qui faisons du transport aérien, c'est la sûreté aérienne. Parce que concernant le règlement européen sur la sûreté aérienne, on doit pouvoir identifier le propriétaire de la marchandise. Or, le middleman n'est pas propriétaire de la marchandise, il est juste détenteur de la marchandise. Donc, ça nous permet, nous, une fois qu'on a intercepté le colis, de leur demander l'identité du propriétaire de la marchandise. Et 8 fois sur 10, on n'a aucune réponse de la part du middleman qui, lui non plus, n'a pas de réponse. Voilà. Parce que le mode opératoire on va dire des cybercriminels, avant, ils ne payaient pas le transport, maintenant, ils le payent, mais à moindre coût. Voilà. En essayant de trouver des combines, mais ça change sans arrêt. Donc, il faut suivre pour savoir que c'est pour ça que l'échange est très important entre les autorités régaliennes et les expressistes, parce que ça nous permet d'avoir les nouvelles tendances. Voilà. Et de pouvoir, souvent quand on a les nouvelles tendances, on est informé des nouvelles tendances, on fait des recherches et on trouve de nouveau des fraudes. Voilà. Donc grosso modo, voilà comment intervient FedEx au niveau, on va dire, européen. Merci beaucoup. Donc, après cette mise en perspective générale, il y a un point qui me frappe. Effectivement, c'est dans les deux cas qui nous ont été décrits concrètement. Finalement, les professionnels ont besoin de se retrouver pour entamer des démarches collectives. Et
j'ai l'impression, vu de l'extérieur, que l'un des sujets de la traçabilité, c'est d'arriver à mettre autour de la table des gens que d'habitude on n'arrive pas bien à mettre autour de la table. Bon, c'est une réflexion que peut-être certains d'entre vous pourraient infirmer ou confirmer, mais... Ben oui, il y a des sujets qui opposent, puisque le business, ça oppose. On prend des clients à DHL, DHL prend des clients à FedEx, à UPS. Bon, déjà, ce qui nous a permis de nous mettre autour de la table, c'est les mesures qui ont été prises au niveau de la sûreté aérienne. Parce que c'était des mesures, après 2001, c'est des mesures qui ont été prises au niveau du fret lourd. Et à fin de compte, ils avaient oublié le fret express. Sauf qu'on devait appliquer les mêmes mesures. Donc ces mesures-là ont permis de nous mettre tous autour d'une table pour justement créer l'association UFEX, pour être plus, on va dire, avoir plus de poids vis-à-vis du régalien. Leur dire non, nous on ne peut pas appliquer ça à l'Express, c'est pas possible. Voilà. Donc on s'est servi de ça, à fin de compte. Là on avait on va dire un but commun. Et puis après sur on va dire sur le commerce illicite et sur la fraude au transport, on avait aussi un but commun. Voilà. Peut-être ajouter aussi que c'est vrai, c'est intra-entreprise et c'est extra-entreprise. Enfin, extra-entreprise parce qu'effectivement, pour le cas du MICA, en fait, il y a bon nombre d'entreprises qui ont peur de sortir de dessous le tapis des problèmes qui étaient bien enfouis en dessous du tapis. Donc ça, en fait, se mettre en commun pour faire ça, en fait, ça permet de partager la responsabilité dans la mise en place de solutions. Mais ça permet aussi finalement de diluer des effets d'annonce qui pourraient être vraiment catastrophiques pour certaines entreprises. Et à l'intérieur même des entreprises, quand on en vient à parler de problématiques comme celui du MICA, en fait, ça met autour de la table des IT, de la RSE, des achats. Et c'est au moins aussi compliqué que de mettre plusieurs entreprises ensemble pour régler un problème. C'est un des challenges d'ailleurs qu'on a dans la mise en place d'une solution de traçabilité. Tout à fait. Et je dirais il y a même encore un autre point qui est un peu illustre, enfin qui est en marge de ce que tu décris, c'est que au sein d'une chaîne de valeur, tout le monde n'est pas copain, quoi. Il y a des jeux de pouvoir entre fournisseurs et clients, etc. Et donc tout l'enjeu, toute la question de la traçabilité, c'est de mettre en commun de l'information. Mais mettre en commun de l'information, c'est forcément aussi partager ou remettre en cause une partie de l'échange de pouvoir, de savoir ce qui se passe chez l'un, chez l'autre, etc. Plus le fait que dans une chaîne d'approvisionnement, enfin, entre une mine en Inde et puis un leader mondial des cosmétiques, il y a un petit delta en termes, par exemple, de numérisation. Et donc la mise en commun de l'information, elle n'est pas forcément simple. À la fois d'un point de vue technique, mais à la limite c'est ce qui est presque le plus facile à résoudre, mais d'un point de vue perception du risque pour les différents acteurs, comment est-ce qu'ils augmentent comment ils deviennent dépendants finalement ou trop dépendants, comment ils donnent trop d'informations à des clients en aval, c'est assez important. Et c'est là aussi du coup où il y a aussi une façon de répondre à ça, c'est aussi d'amener des technologies qui permettent de gérer en fait à la fois la responsabilité de chacun sur l'information qui est partagée et de gérer la confidentialité de cette information entre les différents acteurs. Ce qui est certain, c'est que le côté on va faire de la traçabilité ou de la transparence et on va tout montrer à tout le monde, enfin, c'est une idée qui n'a strictement aucun sens en fait. Donc il faut la traçabilité, elle nécessite où elle permet un certain niveau de transparence, mais qui doit pouvoir avoir lieu au bon moment pour le bon problème. Jessica, je pense que on va voir un petit peu s'il y a des questions dans la salle et on... Oui. Il y a un micro-baladeur, il y a Non, mais il y a un jeune homme qui semble être prêt. Bon. Nathalie Chesquès, ex-LVMH, et je suis maintenant, j'ai créé une société. Je suis spécialisée en propriété intellectuelle et lutte contre le commerce illicite.
Pour moi, l'un des enjeux fondamentaux dans la sécurité de la supply chain, c'est en fait la rupture justement de la traçabilité. Jessica a parfaitement parlé de tout ce qui est du décodage et c'est là pour moi l'enjeu. Donc je voulais savoir pour vous quelle est la meilleure solution technologie qui permet de lutter contre la rupture de cette traçabilité qui est cruciale, sachant que, comme l'a rappelé Jessica, si certains pays permettent, quand l'information n'est plus là et qu'il y a un décodage, d'associer l'infraction en fait à de la contrefaçon, nos fraudeurs et tous ces réseaux criminels, quand on parle de sécurité, le savent très bien. Et ce qu'ils font, c'est dans les chaînes d'approvisionnement, vont distribuer tous ces produits en fait dans des pays où il n'y aura pas de législation favorable et positive. Et pour lutter justement efficacement contre ce commerce illicite, en ce qui me concerne, l'enjeu fondamental, c'est pour renforcer la sécurité de cette supply chain, faire en sorte qu'il n'y ait plus de rupture de cette information. Il y avait quelqu'un ici qui avait également demandé la parole et on essaiera de répondre aux deux premières questions. Bonjour, je travaille à la répression des fraudes dans un service chargé de vérifier le respect des textes en matière de e-commerce. Depuis quelques années, on fait des prélèvements en ligne pour faire analyser les produits par nos labos. Ces prélèvements vont crescendo en volume. Et un des constats, c'est que les raisons de non-conformité, voire de non-conformité de dangerosité des produits, c'est l'absence totale de traçabilité. Ça pose deux problèmes. Quand on fait du takedown, quand on fait une notice in action aux plateformes, bon, il retire le produit A vendu par le vendeur numéro 2. Mais comme il n'y a aucune traçabilité, un produit parfaitement identique peut être vendu par les vendeurs 1, 7, 9, 10, 100 ou 3000. Quoi. Et puis en plus, ça crée une disparité entre nos plateformes qui peuvent vendre des produits parfaitement intraçables, alors même que pour les jouets, le nom du fabricant, un certain nombre de critères de traçabilité sont impératifs pour avoir le droit d'être distribué sur le marché européen, français. Et puis pour les matériels électriques, on parlait ce matin de départ de feu, de choc électrique. Je crois que 90% des produits prélevés, des produits électriques qu'on a prélevés sont non conformes et dangereux. Et quasiment aucun de ces produits vendus par les plateformes en ligne ne sont tracés. Et ça crée donc une disparité de devoirs, enfin d'obligations, entre ces acteurs de e-commerce dont la part de marché va croissante et le Leclerc du coin qui, lui, quand il fait du sourcing, du référencement produit, enfin, il ne peut pas vendre dans ses rayons quelque chose qui n'est pas tracé. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut obliger les plateformes à les obliger de commercialiser des produits tracés, traçables, et en l'absence de traçabilité, donc, que ça engage leur responsabilité d'emblée. Ça pourrait être un moyen pour rendre le DSA vraiment effectif et ça pourrait combler quelques-unes des trous qui manqueront pas d'exister, mais de subsister. Mais bon. Est-ce que ça veut dire que la DGCCRF a proposé cette modalité? Non, mais on a été consulté. Bon, après, entre le niveau hiérarchique, on a des libertés de ton différentes. Ma chef de service, la directrice générale, n'aura pas forcément la même liberté de ton que celle que je peux me permettre. Mais moi, je fais le job pour avoir un impact, pour avoir une utilité. Alors, c'est une réponse ou si c'est un complément d'observation, mais sur la responsabilisation des plateformes, je crois qu'il faut à un moment se rendre à l'évidence. Et peut-être c'est triste, mais en fait la majorité des plateformes aujourd'hui sont ce qu'on appelle des marketplaces, et donc ont des vendeurs qui sont en fait les clients de la plateforme. Donc en fait, quel est l'intérêt de la plateforme à aller embêter ces vendeurs d'elle-même? C'est-à-dire que pour qu'une plateforme, quelle est la solution? J'ai envie de vous dire, la solution, c'est des bons gros procès
où elles ont très très peur pour leur portefeuille, et encore pour avoir travaillé sur certains, il faut qu'on soit dans des montants démesurés, puisque quand on voit les personnes qu'on a en face qui provisionnent le risque, bien évidemment, et qui ont raison, il faut trouver des méthodes que moi j'appelle alternatives, parce qu'aujourd'hui la méthode classique, il suffit de poser un raisonnement très simple qui est: quel est l'intérêt de qui? C'est-à-dire que c'est leur business model. Vous allez voir des plateformes, ce qui est mon métier en l'occurrence, et en leur demandant d'arrêter, quel est leur intérêt? Vous leur demandez de gagner moins d'argent. Donc en fait, l'intérêt, aujourd'hui, ce qui fonctionne assez bien, c'est quand même de les flaguer sur des listes noires, l'USTR, Oui. mais sinon, l'enjeu réputationnel est assez important pour eux. Je dirais que c'est aujourd'hui ce qui marche le mieux, avec le bon gros procès. Mais sinon, les amendes, les autorités ou ce que vous voulez, honnêtement, il faut arrêter de... Pardon, j'interviens comme animatrice. Je ne sais pas si vous avez d'une part, et après, éventuellement, s'il y a le temps, moi j'ai une réponse à votre question, mais je ne suis pas dans le panel. Je laisse peut-être répondre à... Ouais, je vais répondre. La question de la rupture de la traçabilité de l'identification, là où elle est un peu compliquée, c'est que prenez cette bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau à 2 moments dans sa vie. Quand elle sort de l'usine, enfin quand elle sort de la chaîne d'emplissage, et puis là maintenant quand elle est sur ma table. Entre les deux, c'est jamais une bouteille d'eau, au sens où elle n'est jamais accessible. Elle est dans un carton, elle est dans un camion, puis ensuite c'est mis sur un conteneur, etc. Et donc sa traçabilité, c'est jamais en aucun cas un marquage sur la bouteille. Ça permet de l'identifier, ça permet peut-être de l'authentifier, mais ça ne permet pas de la tracer. Parce que la plupart du temps, le marquage, il n'est pas accessible. Et donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la traçabilité, c'est essentiellement un jeu collaboratif. C'est-à-dire que pour pouvoir tracer la bouteille dans toute sa vie, il faut la collaboration de l'ensemble des acteurs qui y participent. Donc ça peut être les gens qui font le plastique, ça peut être l'usine qui est peut-être un sous-traitant qui met l'eau dans la bouteille, et ensuite c'est l'ensemble des transporteurs, c'est le distributeur évidemment pour savoir où il est, etc. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que de mon point de vue, la question de la traçabilité, son existence, c'est pas une question technique, c'est pas une question technologique. Les technologies, les techniques, elles existent. C'est une question de volonté. Pour reprendre l'exemple que citait monsieur, vous parliez de Leclerc, des plateformes, etc. Dans l'alimentaire, ça fait plus de 15 ans que la Direction générale de l'alimentation a dit qu'il faut organiser une traçabilité au lot des aliments. C'est pas fait. Ça fait 15 ans que tous les acteurs de l'agroalimentaire vont de organisation professionnelle en organisation professionnelle, de groupe de travail en groupe de travail pour se dire alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour savoir faire des rappels? En fait, tout le monde sait, il faut faire de la traçabilité au lot. Donc il faut en l'occurrence que les distributeurs acceptent dans les entrepôts des centrales d'achat, quand ils font de la réception de marchandises, de noter le lot, ce qu'ils ne font pas, parce que ça va trop vite, c'est trop long à noter. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est essentiellement des questions organisationnelles et de volonté. Et pourquoi les distributeurs ne le font pas? Ça rejoint un peu les questions qu'on évoquait. C'est assez simple. C'est que quand il y a un rappel produit, dans la plupart des cas, les distributeurs facturent les industriels. Et donc, l'incentive, c'est pas grave. En fait, on rappelle beaucoup plus large les produits. Qu'on ne rappelle pas le lot qui est incriminé, on rappelle l'ensemble de ce qui a été produit depuis 3 semaines et pour encore 3 semaines. On s'en fout, c'est du gâchis, aucune importance. De toute façon, c'est l'industriel qui paye. Pardon, est-ce qu'on peut continuer, Dominique, ou bien parce que là, il est l'heure. Voilà. Allez-y, pardon, mais... Nous avons des lots avec donc un marquage, et ma problématique c'était vraiment la rupture de cette information, le décodage, où en fait vous n'avez plus ces lots pour pouvoir rappeler en jeu sanitaire ces produits. Et typiquement, je le réitère, pour moi, renforcer la sécurité de la supply chain, c'est dans un jargon tout à fait basique, ne pas être aveugle. Et pour pouvoir lutter contre le commerce illicite, et c'est ce que vous avez très bien expliqué d'ailleurs, c'est cette visibilité et c'est ce recueil de l'information qui fait qu'on va pouvoir tracer la chaîne de distribution et l'approvisionnement. Or, quand c'est rompu,
quels sont aujourd'hui les meilleurs outils et les solutions technologiques qui doivent être développées pour qu'on soit meilleur que tous ces fraudeurs en termes de sécurité. Et j'aimerais avoir votre opinion du coup là-dessus. Ou si vous êtes sur la blockchain, dans combien de temps pensez-vous que la blockchain pourra répondre à cette problématique de taille? Alors, ça peut déjà y répondre. Bon, par exemple, pour donner un exemple sur un produit différent, on assure la traçabilité des laits pour enfants Danone en Chine, à la boîte, parce que c'est des marchés où les risques de fraude ou contrefaçon, etc., sont extrêmement élevés pour suivre tout ce qui se passe en aval, en fait, dans le réseau de distribution. Donc, en fait, c'est déjà opérationnel. Et effectivement, il y a des ruptures d'information, des pertes de marquage au lot, mais en fait, encore une fois, c'est parce que c'est pas noté, quoi. C'est parce qu'au bout d'un moment, vous avez des gens qui se disent, mais en fait, moi, ça me prend trop de temps de le noter. Donc, c'est pas que l'info, elle n'existe pas. Exactement. Je veux dire, j'ai pas d'intérêt à le faire, bah, je le fais pas. C'est terrible, hein. Mais il y a vous avez 2 pays aujourd'hui qui ont mis des législations très récemment, qui sont très en avance là-dessus. Aux États-Unis, sur le food, où il y a une obligation à partir de 2024, dans le cadre du FSMA, de fournir une traçabilité au lot de tous les produits alimentaires distribués. Et en Russie, sur l'ensemble des produits de grande consommation à partir de 2025. Moi, je prends les paris que tout d'un coup, ça va se faire. C'est-à-dire que n'importe qui veut exporter aux États-Unis, ben, tout d'un coup, ça va marcher, la traçabilité. Donc, il n'y a pas de manque technologique. Il y a des choses qui améliorent bien les choses, les blockchains, etc. Je pourrais vous vendre ma soupe 107 ans. Mais je veux dire, tout ça, quand c'est bien fait, ça existe. Il y a les deux. Il y a, sur les produits physiques, c'est vrai qu'il y a ça. Et après ça, sur le gros du flux, il y a une partie qui est pas notée. Enfin, les deux s'alimentent en fait. Hein, ça crée des interstices. Et juste, l'ADN, parce que je sais qu'il y a des technologies de marquage ADN, est-ce que c'est pas moins grattable que les codes? Question ouverte, je n'ai pas la réponse. Mais ça coûte plus cher. Oui, c'est ça. Et je sais que nous, sur le MICA, alors, sur les matières premières, hein, voilà, sur les matières premières. Là où c'est intéressant de voir, enfin, ça reprend ce que vous disiez tout à l'heure, mais autour d'une table dans un grand groupe hein, que tu connais bien aussi, en fait, il y a les personnes qui vont exploiter en vue d'enforcement ces systèmes de traçabilité. Et puis il y a ceux qui les mettent là parce qu'il faut justement tracer la supply chain. Et donc les objectifs sont différents. Et en fait, pour que ce soit vraiment, à supposer qu'on ait la volonté de tout le monde pour que ce soit vraiment efficace, c'est la réflexion des opérationnels qui vont aller agir contre les trafics qui doivent prédominer et qui sera plus cher. Mais la personne qui paye ces systèmes de traçabilité, c'est celui qui ne veut que le contrôle de la supply chain. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Pour revenir au sujet précédent, je vais m'autoriser à donner ma réponse, mais on va s'arrêter après et laisser la place. De la même façon qu'il y a des obligations de traçabilité, je suis prête à prendre le pari ici que dans 5 ans, tous ces e-commerçants dont vous parlez seront responsables. C'est-à-dire qu'on vit dans un mythe qui est complètement idéologique, où progressivement les États vont enfin reconnaître que si elles veulent pas se faire avoir, il faut mettre des règles dans le virtuel comme dans le réel. Et donc, ça passera par là. Mais on continue, voir les débats sur DSA, à dire que c'est pas possible. Amazon, d'après la semaine dernière, devant la poussée des tribunaux américains, là encore, est en train de commencer à dire, effectivement, quand il n'y aura pas de commerçants derrière, je serai responsable. Et il est d'autant plus en train de commencer à le dire qu'en réalité, il ne veut pas que ce soit mis dans la loi. Mais ça va venir. Enfin, moi, ma réponse, c'est celle-là. Mais oui, mais il faut d'abord, avant de l'imposer au privé, il faut arriver à s'autoriser à penser ces choses-là. Et aujourd'hui, on a encore ce mythe extraordinaire que le numérique c'est tellement grand que c'est pas possible. Enfin, ces entreprises, comme nous l'expliquait Jessica, elles savent faire du business et gagner de l'argent, donc ils doivent être capables de tracer les fournisseurs.
merci. Pardon, c'est moi qui ai pris la parole, j'aurais pas dû. Merci donc d'avoir été avec nous. Merci aux différents intervenants, c'était passionnant. Et je souhaite effectivement de redonner la place aux intervenants qui vont nous suivre et ne pas la monopoliser.